Un avertissement important avant de commencer, c'est que cette vidéo devait être initialement en deux parties. La première consacrée aux différentes affaires de harcèlement, de viol, de menaces ou d'appel au meurtre, qui sont pour certaines maintenant terminées, d'autres en cours et puis d'autres qui commencent actuellement sur YouTube. Parce qu'il y a déjà une affaire qui est finie, il y a un procès qui est terminé, il y a un jugement qui a été rendu. Il y a une autre grosse affaire, l'affaire Ducret, qui est une affaire en cours pour le moment. Et puis il y a d'autres plaintes qui arrivent. Donc initialement, je voulais traiter tout ça dans la première partie. Puis dans la seconde partie, je voulais parler du truc sur lequel à peu près tout le monde est passé à côté pour le moment, et qui en fait, il me semble, le vrai dossier dans cette affaire. C'est un dossier business, et en fait, c'est une bataille entre plusieurs entreprises. C'est certaines entreprises qui attaquent d'autres entreprises sur les réseaux sociaux, en utilisant des influenceurs pour mener ces attaques contre des entreprises concurrentes, ou contre leurs produits. Puisque voilà, eux, pour le coup, on est de réels concurrents pour eux qui ne présentent pas grand-chose. Donc la vidéo devait initialement faire deux parties, et en fait c'était tellement long qu'il m'a semblé beaucoup plus simple de faire à la place, non pas une, mais deux vidéos, en traitant séparément les deux sujets, qui pourtant, comme vous le verrez dans la deuxième vidéo, sont intimement liés. Donc il va y avoir une deuxième vidéo qui va arriver, alors une deuxième vidéo dans laquelle, pour le coup, Ducret, qui est l'acteur principal de la vidéo que vous êtes en train de regarder, et ben là il va devenir un acteur vraiment secondaire, et on va se rendre compte que dans toutes ces histoires, il n'a pas un rôle si important que ça en définitive, mais ça je ne m'en suis rendu compte que très récemment. Or, comme vous allez le voir dans toute la vidéo que vous êtes en train de voir, j'ai essayé de prendre un point de vue chronologique pour vous montrer comment moi-même j'ai pu changer d'avis au fur et à mesure que les informations me sont arrivées. Et du coup, dans la vidéo que vous êtes en train de voir en ce moment, je vais plutôt centrer les choses autour de Ducret, mais quand on creuse un peu plus les choses, et ben au bout du compte, on se rend compte que Ducret, alors qu'il a l'air d'être un maillon central, et ben c'est pas un personnage si important que ça dans toutes ces affaires. Régulièrement, dans les vidéos que vous êtes en train de voir, je vais utiliser des petits extraits pour montrer des exemples d'attaques qui ont pu être adressées contre certains youtubeurs que vous connaissez. Et donc, régulièrement, ce sont des extraits dans lesquels on voit Ducret que j'ai utilisé. Mais gardez ce que je viens de vous dire à l'esprit, et dites-vous que si vous voyez Ducret dans les exemples que je vous montre, et ben Ducret, c'était pas du tout, mais alors pas du tout le seul à raconter ce que vous allez voir dans les extraits. Il y avait toute une galaxie de gens autour de lui, et très souvent, Ducret, en réalité, il se contentait de répéter ce que ces gens lui disaient. Mais ça, on en parlera un peu plus en détail dans la vidéo qui traitera du côté business de ces affaires de harcèlement. Et avant d'en arriver là, il faut que je vous explique la situation. Je vais essayer de vous faire un historique de ce qui se passe depuis plusieurs années pour que vous compreniez de quoi au juste on est en train de parler. Je précisais tout de suite qu'on n'est pas en train de parler d'une personne en particulier, hein. On n'est pas en train de parler d'Alexis Ducret ou d'Antoine Mallard. On est en train de parler d'un vrai groupe de personnes qui échangent et se coordonnent entre elles en privé, mais qu'ils font aussi en public, c'est-à-dire qui publiquement se disent les unes aux autres qui elles vont attaquer. Alors c'est un sujet dont la plupart des youtubeurs ne parlent pas, c'est-à-dire il y a vraiment un énorme tabou là-dessus. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont déposé des plaintes, des plaintes au pénal, et vous n'êtes pas au courant parce qu'ils ne l'ont pas dit, ils n'ont pas fait de vidéo pour dire qu'ils déposaient plainte, ils ont même pas parlé du sujet, mais il y a des plaintes, il y a des procès en cours. Voilà, la plainte, je vous explique aussi, hein, c'est parce que ça a fait souffrir ma famille, hein, mes enfants. C'est dire sur internet, hein, sur YouTube. Mes enfants, j'en ai 5, mon mari. Et il y a en réalité qu'un nombre extrêmement restreint de youtubeurs qui ont parlé de la situation à leurs abonnés. Alors je suis pas au courant de tout, je suis pas tout le monde sur YouTube, mais parmi les chaînes auxquelles je suis abonné, il y en a que 3 qui ont abordé le sujet, alors qu'il y en a plus d'une vingtaine qui ont été victimes. C'est Damien Descars de la chaîne Permaculture, Agroécologie, etc. Alexis Bruce de la chaîne éponyme, et Alexis Colezard de la chaîne Actu Animé. Moi, il y a des gens qui racontent des mensonges sur mon compte, qui font de la diffamation, qui m'insultent, qui me harcèlent. C'est énorme cette quantité-là que moi je prends. Damien a été victime d'injures sur lui et sa compagne. Des photos de sa compagne ont été diffusées, son adresse privée a été diffusée aussi sur un groupe Facebook, et il a été victime de faux montages et de diffamation. Alors ils ont fait des montages en fait en lui faisant dire des propos qu'il n'avait pas tenus, pour faire croire qu'il expliquait que la permaculture, faut juste balancer des graines par terre et que ça pousse tout seul. Et donc ils font un faux montage pour faire croire que Damien a dit ça, puis ensuite ils font une vidéo
vidéo de 1 heure pour attaquer Damien en expliquant que ce qu'il raconte c'est n'importe quoi. Et vous avez comme ça des vidéos qui circulent de commentaires sur des trucs que Damien n'a jamais dit et qui sont, enfin, c'est des hommes de paille en fait. On invente des propos que Damien n'a pas tenus et puis les mecs ils critiquent les propos que Damien n'a jamais tenus en faisant croire que Damien a dit ça. Vous avez des injures, de la diffamation, il est traité d'escroc, de gourou. Les gens qui suivent sa chaîne, ils sont traités de mouvements sectaires. Donc il y a vraiment un flot d'injures continu. Et donc, pourquoi ce livre est une merde? Parce que, justement, alors je vais pas, vous savez de toute façon ce que je pense, moi, de cette chaîne, de son gourou et du bouquin. Quand vous avez été bien groutisé, en fait, par toutes ces vidéos, on en reparlera. On parlera un petit peu du fond, de sa philosophie, etc. Et moi, je trouve que Damien colle particulièrement, en fait, à cette définition qu'est le gourou. Attends, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est vraiment une secte, leur truc. T'as envie de pisser de l'acide dessus, quoi. T'as envie de tuer un alien dessus, tu sais, que ça fonde, tu sais. Ah, vraiment, je te jure, quoi. C'est Alexis Bruce, alors lui, mais alors rien à voir avec le potager pour le coup, c'est pas du tout une chaîne de potagisme. Moi c'est une chaîne que je classerais dans la catégorie bushcraft. Pour moi, c'est une chaîne bushcraft de techniques un peu primitives où on va, tu vois, il va plus montrer des trucs de tir à l'arc ou d'arbalète, j'imagine, que comment utiliser un AR-15 par exemple. Je le vois plus montrer des choses un peu sur comment on fait du feu, des trucs comme ça. Rien à voir avec le potager, et pourtant, la même bande, les mêmes personnes lui sont tombées dessus. Alors pareil, avec des injures, avec des accusations diffamatoires, comme quoi, ben non, tout était fake, c'était un espèce de studio, en fait, dans lequel il tournait, mais il ne vivait pas réellement là-bas. Alexis, pourquoi ne pas faire de vidéos sans script ou mise en scène, comme le matin quand tu te réveilles, style la cam est allumée? Alors ça, c'est très, très intéressant. Alexis Colezard de l'Actu Animé, alors lui, il a eu droit à la totale, hein, c'est-à-dire qu'ils ont localisé son adresse, ils ont repéré son adresse, son vrai nom, puis ils ont enquêté sur sa vie privée pour savoir quelle était sa famille, est-ce qu'il était en couple, est-ce qu'il avait des frères, des sœurs. Et donc ils ont découvert qu'il était en couple avec une femme dont ils ont rendu public l'identité, pas seulement son pseudo sur internet, hein, ils ont rendu public son vrai nom avec sa vraie adresse. Et la nana, elle a quand même reçu des menaces de viol. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, hein, et on va voir que c'est un truc qu'ils aiment bien. Ils ont complété ça par des menaces de mort, et alors certaines des menaces de mort, je vous laisse, enfin, c'est très particulier quand même, je vous laisse écouter, faut que vous voyez ce qui se passe dans la tête de ces gens. Je viens de recevoir une menace de mort bien dégueulasse et un peu spéciale. Bon, je vois pas trop où elle veut en venir, donc je lui demande des précisions. Quelques dizaines de minutes passent, et quand je réouvre notre conversation, je tombe directement sur le regard de mon père, mort il y a 2 ans, avec l'avis de décès paru dans le journal. RIP, j'espérais que tu le connaissais. Bref, va crever. Je vous mets cet extrait pour que vous compreniez de quel genre de personne on est en train de parler en fait là. Alors c'est très compliqué hein, dans des situations de harcèlement comme ça de différencier les comportements individuels et le comportement collectif. Ils disent eux-mêmes, ces gens, ce groupe, qu'ils utilisent des faux comptes, hein, ils créent des faux comptes pour poster des commentaires sur les réseaux sociaux. Je prends mes 10 comptes Google et je vais me mettre des likes sur mon commentaire. Ce qui fait que mon commentaire, il va être en top commentaire. Ce qui fait que les gens qui vont regarder la vidéo du potager d'Olivier, ils vont regarder un peu les commentaires, pof, ils voient quoi? Projet de liberté. Donc comme ils créent des faux comptes, on ne sait pas qui fait quoi exactement, tout ce qu'on sait c'est que le groupe fait quelque chose. Mais après, dans le groupe, qui a fait quoi? C'est très difficile d'individualiser les actions, de repérer, de pouvoir dire bah tiens c'est telle personne qui a fait telle chose. Mais il y a quand même des éléments de coordination du groupe qui sont faits de façon publique. Donc, je vais en parler un peu plus loin dans la vidéo. Je prendrai 2-3 exemples, et notamment la campagne dont est victime la famille du mec qui a fait la ferme du Bec et Loin, puisqu'il y a une campagne donc qui est menée contre sa famille et notamment contre sa fille. Et donc je vais prendre l'exemple de cette campagne, elle est assez récente, pour vous montrer comment la famille du gars qui a fait la ferme du Bec et Loin et coordonné par un petit peu toutes ces personnes. Et donc, c'est très difficile de faire la part des choses entre ce qui relève de la responsabilité individuelle et de la responsabilité collective, parce qu'on ne sait pas qui fait quoi. Mais il y a certaines choses, et je prends cet exemple-là, il y a certaines choses où on peut assez précisément voir qui fait quoi. Mais d'abord, je veux revenir sur la question de l'historique, et je veux m'attarder un peu plus particulièrement sur le cas Damien Descartes. Tout a commencé en 2019, lorsque Damien Descartes a écrit un livre qui s'appelle « La permaculture au jardin, mois par mois ». Voilà.
Parce que ce bouquin, il a extrêmement bien marché et ça a fait des jaloux. Il y a des gens qui ont été jaloux du succès de ce livre et qui se sont mis à attaquer Damien pour cette raison. On va en parler un peu plus loin. Ce bouquin, il s'est très vite vendu à plus de 70 000 exemplaires. C'est un beau succès d'édition. Que vous compreniez, encore une fois, tout ce que je vais vous raconter est une histoire d'argent, mais on viendra là, au côté business seulement dans la dernière partie de la vidéo. Donc, il va falloir que vous suiviez chronologiquement pour voir où on arrive. Ce succès d'édition, donc, il a débouché sur des injures sur Damien et sur sa compagne, sur des photos de sa compagne qui sont diffusées dans des vidéos, sur son adresse qui est diffusée sur un compte Facebook, sur les faux montages, sur la diffamation. Voilà, c'est parti de ça. Alors Damien Descartes, c'est intéressant d'un point de vue historique parce que pour le cas de Damien Descartes, je peux vous raconter de mon point de vue personnel, c'est-à-dire de spectateur comme vous, comment j'ai vécu les choses là pendant les 3-4 dernières années, depuis que Damien Descartes a sorti son livre. Si on fait un flashback et qu'on remonte dans le temps 4 ans en arrière, moi à l'époque je suivais énormément les chaînes du potager d'Olivier, d'Antoine le potagiste, ou de Maud du jardin d'Aléquil. Et comment vous dire, et du point de vue du viewer, je consommais leur contenu, mais j'étais également attaché à leur personne, en fait, à ce que leur chaîne YouTube laissait transparaître de leur personne. Et ce sont des influenceurs, et je trouve intéressant de raconter ça de ce point de vue-là, parce que du coup, moi j'étais un viewer en fait de ces influenceurs, et c'est vrai qu'ils ont eu une influence sur moi. Et donc, je suivais aussi bien ce qu'ils racontaient dans leurs vidéos que les commentaires qu'ils pouvaient laisser, ou mettre des likes, ou les dialogues qu'ils pouvaient avoir, y compris avec d'autres youtubeurs en dehors de leurs vidéos. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais été pas mal influencé, mais comme beaucoup d'entre vous, par une vidéo d'Antoine Mallard qui s'intitulait « Marre de la permaculture » et qui était une critique contre la permaculture en général, et puis de manière sous-jacente, on comprenait bien contre Damien Descartes en particulier. Alors je suis pas que viewer, je suis également youtubeur, donc il y a quelque chose que vous les viewers vous pouvez pas faire, et que moi je peux faire en fait, c'est que je discute énormément avec d'autres youtubeurs directement, et c'est vrai que c'est l'un des sujets dont on parlait entre nous, notamment parce qu'un très gros youtubeur de la bande était allé voir Damien Descartes, c'est-à-dire qu'il était allé visiter le terrain de Damien Descartes, et que grosso modo, ce gros youtubeur, il racontait, oui, j'ai vu le terrain de Damien Descartes, bof, j'ai été déçu, quoi, c'est pas super impressionnant. Et donc, il y avait présent ce discours qu'on entendait à la fois publiquement, dans des vidéos comme celle d'Antoine Mallard, et puis lors d'échanges privés, comme ceux qu'on pouvait avoir entre nous, entre youtubeurs, et qui l'un comme l'autre allait à la fois dans le sens d'une critique de la permaculture et puis d'une critique aussi directe de la personne même de Damien Descartes. En gros, dans la bande, tout le monde expliquait que Damien Descartes, comme le disent gros youtubeurs, en fait, il fait pas grand chose, quoi. Voilà donc l'état de la situation il y a 4 ans. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment le truc a évolué depuis. Alors, moi, pour ma part, j'ai fait un truc tout bête. C'est toujours la même chose que ce que je me suis dit, ok, très bien, là, il y a pas mal de trucs qui sont racontés sur le bonhomme. Je vais peut-être en fait juste vérifier si déjà c'est vrai en fait ce qui est raconté. Alors je vais pas lister ici toutes les accusations en fait qui ont été balancées contre lui, mais je vais en prendre quelques-unes qu'on peut analyser vraiment de façon objective en fait. On peut avoir une vision neutre en disant objectivement il y a un truc qui est vrai et un truc qui est faux. Il y en a un par exemple que je trouve assez révélateur, c'est parmi les choses que ces gens m'ont racontées, ils m'ont expliqué qu'en fait Damien Descartes était une espèce d'ultra riche qui gagnait une fortune avec son Tipeee. Il y a plein de vidéos que je consommais à l'époque et qui me racontaient cette histoire, que Damien Descartes, avec sa chaîne YouTube, il roulait en Mercedes, quoi. Un business plan masqué qui passe crème, quoi, parce que bien foutu, quoi. Et donc des gains qui, jusqu'à il y a quelques... Ça a baissé un peu, mais il y a 1 an, il y a 2 ans, il était monté à 10 000 € par mois. Quand on écoute ces gens, on a l'impression que la chaîne YouTube de Damien Descartes, elle lui rapporte, on va dire une bonne moyenne de 10 000 € par mois. Ce qui est effectivement beaucoup d'argent, je suis d'accord, 10 000 €, c'est beaucoup. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il gagne vraiment cette somme? Juste sur sa chaîne YouTube, parce qu'après, il a d'autres activités. Damien, il écrit des livres, il fait des formations. Donc sur les autres trucs, il a d'autres revenus. Mais là, on parle spécifiquement de la chaîne YouTube. Est-ce qu'il gagne vraiment 10 000 € par mois avec sa chaîne YouTube, ce gars? Alors que c'est la plus grosse chaîne
de potager en France. Hein. La chaîne de Damien, c'est lui qui a le plus d'abonnés, c'est le poids lourd du monde potager en France, Damien Descartes. Est-ce qu'il gagne vraiment autant d'argent? Et donc je vous propose de calculer combien il gagne réellement. Alors Damien, premièrement, c'est le mec qui fait aucun partenariat. Donc il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de... Vous verrez jamais quelqu'un qui paye pour diffuser un truc sur la chaîne de Damien. Partenariat, c'est la moitié des revenus d'un youtubeur. Donc ces 50% là, Damien Descartes, il ne les fait pas du tout. Donc, sur les 50% qui restent, ça va s'articuler entre les revenus publicitaires et différentes formes de dons ou de donations faits aux youtubeurs. Et là, vous avez le gros du dossier, le gros volume, c'est la pub en fait. Voilà. Le moyen de gagner de l'argent sur YouTube, c'est de mettre des pubs. Bon, Damien Descartes, lui, il a choisi de mettre aucune pub. Donc vous verrez pas littéralement jamais de pub. Il pourrait gagner des dizaines de milliers d'euros chaque année en mettant des pubs. Il le fait pas. Il y a absolument aucune pub sur ses vidéos. Donc il gagne pas d'argent avec les partenariats, il gagne pas d'argent avec la pub. Le seul truc avec lequel il gagne de l'argent, c'est son Tipeee, où il y a des donateurs qui lui donnent de l'argent. Alors le Tipeee sert, d'après ce que j'ai compris, à financer une micro-entreprise qui paye en gros le salaire de Damien et de sa compagne. Et éventuellement, parfois, ils ont recours à ce quand on externalise, on appelle ça un prestataire qui va réaliser une vidéo qui va être diffusée sur la chaîne. Donc voilà, c'est une boîte avec 2 salaires fixes et parfois des salaires complémentaires. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de cette entreprise. Alors le chiffre d'affaires, en économie, ce qu'on appelle le chiffre d'affaires, c'est combien la boîte, elle gagne de pognon. C'est pas combien d'argent Damien Descartes ou sa compagne vont avoir dans la poche, c'est combien l'entreprise elle gagne en totalité en fait. Et donc son chiffre d'affaires pour YouTube, puisqu'il n'a ni partenariat ni publicité, eh ben c'est ce que vous voyez affiché à l'écran là en ce moment. J'ai fait aujourd'hui une capture d'écran de son Tipeee et le chiffre que vous voyez là affiché à l'écran en ce moment, c'est le chiffre d'affaires de son entreprise, puisqu'il n'y a aucune autre source de revenus pour YouTube. Eh ben le chiffre que vous voyez à l'image là, quand vous avez enlevé les impôts, parce qu'il y a les impôts qui sont prélevés là-dessus, et que vous le divisez par 2 pour avoir le montant d'argent que gagne Damien et le montant d'argent que gagne sa compagne, amusez-vous à faire le détail du calcul si vous voulez, ça fait moins que le SMIC. C'est-à-dire si vous voulez savoir Damien Descartes, le plus gros youtubeur de potager en France, combien lui rapporte sa chaîne YouTube, la réponse est moins que le SMIC. Et donc, comme je vous dis, je suis allé voir aux sources, je suis allé enquêter, et c'est ça que j'ai trouvé. La réalité derrière ces mecs qui nous expliquent que Damien, avec sa chaîne YouTube, il se fait 2 milliers d'euros tous les mois, en fait, totalement pas. Damien, avec sa chaîne YouTube, il gagne à peine le SMIC. Et c'est vérifiable, et vous pouvez le vérifier, encore une fois, allez aux sources, allez voir vous-même combien il gagne, puisque c'est public l'information. Allez voir vous-même combien il gagne. Les gens qui vous disent autre chose vous mentent. Et alors du coup, je suis pas arrêté là, et je suis allé vérifier la totalité de tout ce que nous racontait sur Damien Descartes. De la même manière, ils répètent tous que le livre de Damien, il est pourri, que c'est un livre minable, que c'est... Et donc, pourquoi ce livre est une merde? Parce que, justement, alors je vais pas... vous savez de toute façon ce que je pense, moi, de cette chaîne, de son gourou et du bouquin. Et après l'avoir lu, j'en suis arrivé à la conclusion que les gens qui racontent que ce livre est un livre de merde sont des menteurs et des jaloux, en fait. Le livre de Damien, mais il est juste accessible, clair. C'est un bouquin qui est vraiment excellent. Et donc, son succès de librairie, il est vraiment mérité. Et les autres auteurs qui ont été jaloux de ce succès, plutôt que d'aller cracher sur Damien directement ou indirectement, faites des meilleurs livres. Faites des excellents bouquins et vous aurez le même succès que le bouquin de Damien a eu, en fait. Et c'est là qu'on va aborder la question de l'affaire Ducret. Alors pareil, on va revenir dans le contexte de l'époque, c'était il y a 2-3 ans, donc je vous ai resitué un peu le contexte, avec toutes ces choses qui se racontaient dans le milieu potagiste sur Damien Descartes, sur la permaculture, sur ce genre de sujet, quoi. Et ces potagistes que je suivais, ils disaient énormément de bien de quelqu'un qui, selon eux, était injustement accusé de tous les crimes de la Terre, à savoir Alexis Ducret de la chaîne Projet Liberté. Moi, ce qui m'intéresse dans la chaîne d'Alexis qui s'appelle Projet Liberté, c'est le côté liberté pour le coup. Moi, c'est vraiment ça que je cherche. Et moi, ce qui m'intéresse dans Projet Liberté, c'est liberté, clairement. Je suivais ces youtubeurs, je suivais Antoine, je suivais Olivier, je suivais tous ces gens qui disaient du bien de Ducret en tant que viewer. C'est vraiment des chaînes que je regardais en tant que viewer, pas en tant que youtubeur. Et Antoine, par exemple, nous expliquait que non, il y avait un gros malentendu sur Ducret, que en fait... c'est vrai qu'ils s'étaient un petit peu chamaillés tous les deux, mais Ducret s'était excusé, et dans le fond, c'était un chic type, et son projet était génial. Enfin, ce genre de truc, quoi. Je
j'ai parlé avec lui, il s'est excusé des vidéos qu'il a pu faire sur moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir à la source. Et je suis allé chez Ducret directement pour voir de mes yeux quelle était la réalité, qui était ce type et qu'est-ce qu'il était en train de faire exactement. Et j'ai fait un reportage chez eux et ils se sont présentés comme un jeune couple qui avait reçu un héritage. Donc ce qu'on comprenait, c'est qu'il y a l'un des parents d'Alexis qui était décédé. Il a reçu un héritage à la mort de son parent. Et avec cet héritage, il a acheté une ruine où il y avait tout le gros œuvre à faire. Et il a vécu dans une caravane pendant des années à retaper sa ruine entièrement, lui tout seul à la main. Alors comme on va le voir un petit peu plus loin, la totalité de ces affirmations est fausse en réalité. Mais ça, quand on remonte il y a 3 ans, moi je le savais pas. C'est-à-dire que moi j'arrive dans un bâtiment qui est déjà restauré, qui est déjà habitable à mes yeux, et je compare aux images qui m'ont montré des travaux qu'ils ont fait dedans, et donc tout ce que je vois, c'est que oui, a priori, leur histoire elle est crédible. Ils ont effectivement acheté une ruine et ils l'ont restaurée. Et donc je fais un reportage chez eux pour présenter les travaux de restauration qu'ils ont effectués, enfin que je pensais qu'ils avaient effectués. Je filme le potager qu'ils ont créé, enfin que je pensais qu'ils avaient créé. Je filme le verger qu'ils ont planté, enfin que je pensais qu'ils avaient planté. Et tout ça fait un reportage bien joli que je mets sur ma chaîne et qui a bien marché en fait. Elle a fait, alors je sais plus combien de vues elle a fait, mais la vidéo a fait quelques centaines de milliers de vues. Donc le truc a plutôt bien marché. J'ai échangé avec Ducret qui m'a dit la même chose que ce que raconte Antoine, c'est-à-dire qu'il était victime de diffamation, que non, il s'en prenait pas aux familles des gens, que c'était comme Antoine le raconte, des mensonges qui étaient racontés sur lui. Et au contraire, il a été extrêmement bienveillant. Il a dit qu'il avait des désaccords avec les gens qu'il critiquait, mais qu'il critiquait uniquement leurs idées, pas leur personne. Enfin, il a dit grosso modo ce que raconte Antoine en fait. Et donc moi, ce que j'ai observé, j'ai vu un ensemble de trucs. J'ai vu une maison bien restaurée. J'ai vu un type qui semblait honnête, qui était gentil, bienveillant, qui était pas du tout du genre à s'en prendre aux familles des gens, à leurs enfants, à leur père malade du cancer ou des trucs comme ça. Et je suis ressorti plutôt convaincu qu'Antoine avait raison. Et puis les choses auraient pu s'arrêter là, sauf que peu de temps après la sortie de la vidéo, j'ai été contacté par Alicia, la youtubeuse de la chaîne Vivre en forêt. Il s'en prend un bébé. Alors non, non, on s'en est juste pris à une cagole qui nous montre son bibou sous toutes les coutures. Et puis comme je l'avais prédit, il est toujours en premier plan, parce que c'est son trophée, tu vois. C'est ce qu'elle a fait de plus grand dans sa vie, la Bloas. Une cagole stupide. Ah chouette, ça tombe bien, j'ai toujours chaud au cul. Et en fait, Alicia, avec laquelle j'ai échangé, m'a expliqué que j'étais complètement berné, que Ducret n'était pas du tout ce genre de personnage, qu'il y avait un autre Ducret qui faisait du harcèlement, qui faisait des injures, qui menaçait les gens. Vraiment un personnage qui n'était pas le personnage que j'ai vu. Ouh, je suis en train de combattre avec le deuxième moi là. Attends, c'est à moi de venir. Le gentil Alexis. Ting. Salut mes petits lapins. Et que tous les youtubeurs et youtubeuses que je suivais à l'époque, Antoine, Olivier, Maude, présentaient comme un type bien en fait. En expliquant tous la même chose, c'était qu'ils avaient eu des conflits avec lui par le passé, mais qu'il s'était excusé et qu'après s'être excusé, ils ont pu échanger avec lui et qu'en échangeant avec lui, ils s'étaient rendu compte que c'était un type bien. Voilà, Alexis de Projet Liberté. J'ai parlé avec lui, il s'est excusé des vidéos qu'il a pu faire sur moi. À la même époque, je reçois un message en commentaire d'une de mes vidéos qui m'explique grosso modo qu'en fait, tous les postulats que j'avançais moi lorsque je présentais leur chaîne, c'est-à-dire dire qu'ils ont eu un héritage, dire qu'ils ont acheté une ruine, qu'ils ont restauré, qu'ils ont planté un verger, un potager, ce genre de trucs-là, et en fait, la totalité de ces informations étaient fausses. Ils n'ont reçu aucun héritage. Ducret a juste une mamie millionnaire qui lui a filé 100 000 €. Mais les parents de Ducret sont toujours vivants, il n'y a pas de souci. Il est juste petit-fils d'un millionnaire, en fait. Et donc, quand il a besoin de pognon, mais non, ses parents sont pas morts, en fait. Il a eu aucun héritage. Alors, c'est vrai que son grand-père était mort quelque temps auparavant, avant que mamie million lui file 100 000 €, mais c'était pas un héritage, c'est un don, comme la législation française permet le don au sein de la famille, il y a des montants qui sont plafonnés. Je crois que 100 000 € c'était justement le montant, faut vérifier parce que ça a changé récemment il me semble, mais je crois que 100 000 € c'était le montant maximum autorisé pour un don.
Mais c'est pas un héritage. C'est juste que quand il a besoin d'argent, dans le respect de la loi, sa grand-mère lui donne les montants autorisés par le législateur. Et puis surtout, le truc qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il m'a donné un lien vers une page internet qui montrait des photos de la maison de Ducret. Mais des photos de Ducret après qu'il ait fini la restauration. Après qu'il ait planté le verger qu'il nous montre dans ses vidéos, après qu'il ait installé le potager. Là, la photo que vous voyez à l'image, là, vous voyez, la restauration est finie, le potager est installé, le verger est planté. Et puis sur ce site, on voit aussi les photos de la restauration. Bref, on voit tout le travail que Ducret a fait depuis des années. Sauf que, en fait, le site dont je suis en train de vous parler, c'est un site d'annonce immobilière. Parce que le mec, en fait, ce qu'il m'a envoyé, c'est l'annonce immobilière du truc que Ducret a acheté. Et en fait, ce dont on se rend compte sur le site de l'annonce immobilière, et c'est écrit en toutes lettres, c'est qu'il n'a pas du tout acheté une ruine en fait. Il a acheté un truc qui était déjà fait, dont le gros œuvre était déjà fait, et les photos, en fait c'est les photos qu'on voit sur le site de l'annonce immobilière, et donc c'est les photos qui n'ont pas été effectuées par lui, mais par le mec à qui il a acheté la maison. Ce qui est juste dément en fait. Là, ce que je suis en train de vous montrer à l'image là en ce moment, c'est la page de l'annonce immobilière en question. Je suis en train de vous montrer les captures d'écran. C'est des images Là, les images que vous êtes en train de voir à l'image, c'est pas des travaux que Ducret a fait. C'est littéralement les travaux que le prédécesseur de Ducret a fait. Le verger que vous êtes en train de voir, c'est pas le verger que Ducret a planté. Le verger, il était déjà là. Ducret, il a acheté un truc qui était tout fait, en fait. Il a jamais fait de grosses œuvres, en fait, sur son truc. Et du coup, le souci qu'il y a derrière ça, c'est le format, en fait, de cette chaîne. Parce que, grosso modo, les chaînes de Ducret, ce sont des chaînes sur lesquelles il y a à peu près 95% de Ducret assis derrière une table en train de parler, et 5% de lui dans des formats qu'il appelle des journaux de bord, dans lesquels il se balade autour de sa propriété pour montrer les travaux qui ont été faits par des artisans. Donc il va vous montrer, je sais pas moi, son escalier. Enfin, vous avez bien conscience que c'est pas lui qui l'a fait, son escalier. Là, j'ai vu, il a fait des vidéos pour montrer un grand bâtiment en laissant entendre que c'est lui qui l'a fait. Je crois pas une seule seconde que ce mec-là était capable de faire la charpente de ce bâtiment. C'est juste pas possible. Et donc, en fait, le contenu de ces journaux de bord dans lesquels, je sais pas moi, il vous parle de ses escaliers ou de son nouveau bâtiment, c'est un petit-fils de millionnaire qui a acheté une maison de campagne, qui passe ses journées sur Internet et qui sort de temps en temps dehors faire un tour de ce que ses employés ont fait pour lui. Ah ben voilà, mon menuisier, il a fait ça aujourd'hui. Et en fait, de façon non surprenante, ce type de contenu ne fonctionne pas sur YouTube. Alors, ça fonctionne pas pour des raisons humaines, mais pour des raisons liées à l'algorithme. L'algorithme, il va pas analyser juste une vidéo ou une chaîne, il va analyser globalement les choses, il va voir sur l'ensemble des chaînes ce qui se passe, qui se raconte, d'autant que c'est un peu les mêmes audiences, et il va détecter que 90% du contenu de ce type, c'est lui assis derrière une table en train de parler. Donc c'est un parleur, c'est un contenu de parleur. Quant aux 10% restants, c'est un contenu dans lequel il montre rien, parce que ce qui accrocherait sur YouTube, c'est pas de montrer un escalier, c'est de montrer comment l'escalier a été construit. Typiquement, et ça pour le coup j'en avais parlé avec lui, je lui avais dit franchement tu peux faire facilement 250-300 000 vues sur une grosse vidéo dans laquelle, et je vous le cite ça parce que j'avais pris l'exemple de l'escalier, tu me racontes que tu fais tout dans ta maison, écoute, c'est quelque chose qui fonctionne très bien sur YouTube, t'as comme un pingouin dans le désert qui fait des vidéos dans lesquelles il montre les travaux qu'il fait dans sa maison, et ça fait des gros trucs à mon avis. Ducret, tu montres comment tu fais un escalier, comme un exemple de tous les travaux que tu dis avoir fait dans ta maison. Je pense que c'est quelque chose qui va extrêmement bien marcher, et tu peux faire facilement 250-300 000 vues. Et donc, je vous le dis tout de suite, il l'a pas fait, comme il n'a pas non plus montré comment il a coulé le gravier à tel endroit ou fait la charpente de son garage. Il le montre jamais, ça, et le fait qu'il le montre pas, l'algorithme de YouTube n'aime pas ça, en fait. C'est-à-dire que l'algorithme de YouTube, il n'a pas besoin d'un gars en train de montrer un bâtiment déjà construit, il a besoin de montrer comment on construit le bâtiment YouTube. C'est ça qui fait des vues pour l'algorithme. Et donc, l'algorithme, il analyse le contenu de la vidéo, il voit qu'il n'y a pas ça dans la vidéo, et donc il propose pas la vidéo à qui que ce soit, en fait, parce que c'est pas le contenu recherché. Du coup, Ducret, il se trouve enfermé par l'algorithme dans cette case de parleur qui limite son audience de façon dramatique, parce qu'on est plus sur du podcast que sur de la vidéo, en fait. Les vidéos de Ducret, c'est à 95% un mec assis en train de parler, l'algorithme, il n'en veut pas. Et ça, Ducret, il le supporte pas. Ça Ducret, il en a conscience lui-même qu'il est un parleur. Les formats qu'il fait, il fait des formats qui durent
dure quasiment 1 heure. Tous les jours, il sort une vidéo qui est ce qu'on appelle une revue de presse, c'est-à-dire qu'il fait un état des lieux de tous les lives qu'il y a eu sur YouTube la veille, des différents articles qui sont sortis sur la presse, des mails qu'on a pu lui envoyer. Juste sur le traitement de l'information, pour vous donner un ordre d'idée, il y a une vidéo qu'il a fait il y a quelques temps, dans laquelle, dans la même vidéo, il parlait de 2 points précis sur un live qui avait duré 2h30. Il parlait d'un autre truc sur une autre vidéo de 2 heures, qu'il avait également regardé en entier. Donc quand on faisait la somme du truc, il y avait déjà passé 4h30, et il prenait des articles de presse qu'il avait lus, et ensuite il commentait les articles de presse. On est sur un travail préparatoire d'au minimum 6 heures, juste pour avoir les informations en fait dont il parle dans la vidéo. Si on ajoute à ça que le gars qui fait entre 2 et 3 heures de Dofus tous les jours... et ben moi, parce que j'avais rien à faire, parce que bon, j'aime bien XP sur Dofus, hein, ça, y a pas de problème. Mais bon, voilà, je m'ennuie quand même un petit peu. Vous savez, j'avais mis à profit ces 2 jours pour devenir un excellent Dofusien hein, sur le serveur annuel. Chose que j'ai plutôt bien réussi à merveille depuis 1 an. Hein, il faut dire que ma team a quand même bien progressé. C'est-à-dire que moi, j'aime bien jouer aussi en ce moment le soir. Si je le programme pas, moi, le soir, je me colle sur Dofus. Et puis voilà quoi. D'ailleurs, j'ai un Dofus turquoise, hein, plus 17. Donc voilà. Hein. Je suis un cereal farmer. Hein. Il faut savoir que là, en ce moment, j'ai attaqué... un farm du château Wabbit hein, pour dropper des poils de Wawabit qui me serviront à faire mes caps pour mes personnages. Donc vous voyez, ça aussi, ça fait beaucoup de travail, hein, beaucoup de responsabilités pour Alexis. Voilà. On est sur quelqu'un qui doit passer au moins 8 heures par jour derrière son écran. Il a une vie à travers ses écrans, en fait. Ce qui explique ce qu'il produit lui-même, du coup, parce qu'il se filme devant son écran, en train de regarder son écran, et en plan fixe, sur quelque chose qui est un format podcast et qui n'est pas un format vidéo. Et donc, ben voilà, l'algorithme, il n'en veut pas de ce truc-là. Et ce qui marche, eh ben, c'est les gens qui montrent des trucs, pas des gens qui parlent. Et donc, du coup, malgré tous les efforts que Ducret met dedans, et encore une fois, c'est son métier, il a une entreprise, il est youtubeur, il y passe toutes ses journées, quasiment tous les jours, il sort plus d'une vidéo par jour, et il sort des vidéos de genre où il parle pendant 1 heure. Il fait des lives de 2, 3, parfois 4 heures. Il anime plusieurs chaînes YouTube, il est sur plein de réseaux sociaux, il est hyper actif en fait sur les réseaux sociaux, et malgré toutes les forces, toute l'énergie qu'il met dans son activité entrepreneuriale, eh ben, le fait est que ça marche pas très bien en fait. Enfin, pour être plus précis, ça marchait pas très bien jusqu'à ce que d'autres entreprises viennent en aide à son entreprise à lui. Pour dire les choses autrement, jusqu'à ce qu'on bascule dans un volet business en fait. Mais ça, on va aussi en parler un petit peu plus loin, parce que là, je voudrais arriver au cœur du sujet et à l'affaire Ducret elle-même. En janvier 2022, Brian m'a fait parvenir un lien vers une vidéo de Ducret dans laquelle il appelle son audience, et on comprend que c'est pas l'audience de sa chaîne principale, mais l'une des petites audiences dont on a parlé précédemment, et donc il appelle ce petit groupe à aller flinguer Brian. Et donc du coup, puisque je suis en congé, encore une fois c'est ces deux semaines de janvier, les 2 dernières semaines de janvier où j'étais en congé, j'ai un petit peu de temps devant moi, et donc je me dis, je pense que ce sujet mérite d'être traité en vidéo. Je devrais arriver à finir une vidéo là-dessus pour d'ici la fin février, si je commence là maintenant tout de suite, et que je m'y mets sur ces 2 semaines de janvier. Et je commence à enquêter sur cette affaire, en partant de cette petite base, quoi, de ce truc-là, de cette petite séquence vidéo, et puis en élargissant et en récupérant très vite, parce que quand ils savent que je suis en train de bosser sur cette vidéo, il y a plein de gens qui m'amènent des infos en fait, et donc je commence comme ça à amasser une bonne grosse dose d'informations, pas tant parce que je vais les chercher, mais parce que des gens me les apportent, et il y a quelqu'un qui finit par me dire, non mais attends, là t'es pas allé au bout du truc, là. T'as vu un premier cercle, hein, t'as vu le premier cercle de sa grosse chaîne YouTube, là, qui maintenant doit avoir aux alentours de 20 000 abonnés, t'as vu le deuxième cercle, sa plus petite chaîne YouTube, qui doit avoir 2-3 000 abonnés, t'as vu qu'il y avait un troisième cercle, où ils étaient juste quelques centaines, mais en fait, ça s'arrête pas là. Il y a encore un groupe plus restreint, de moins d'une centaine de personnes. Actuellement, ils doivent être 40, peut-être 50 maximum, et au sein duquel il échange des trucs encore plus violents. Et il m'a envoyé des images, mais juste hallucinante, avec des trucs qui, de façon évidente, semblent tomber sous le coup de la loi. Une vidéo de mise à mort d'un animal sur lequel on tape dessus comme ça jusqu'à ce qu'il crève en lui disant « Ouais, Brian », puis ensuite on brandit son cadavre. Enfin, le truc est juste édifiant en fait. On se dit « Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui fait un truc comme ça ?» Et il me dit « Ouais, voilà, le truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est ce 4e cercle. Si tu veux vraiment comprendre ce qui est en train de se passer, c'est là que tu dois trouver des infos. » Depuis le début de la vidéo, j'essaie de vous donner des éléments chronologiques pour que
que vous compreniez où je veux en venir, parce que j'en suis pas encore arrivé au final. Encore une fois, le final c'est une histoire d'argent. Mais je vous donne les éléments comme ça, sous cette forme chronologique, pour que vous compreniez le cheminement par lequel moi je suis passé en fait. Parce que d'un côté, j'avais beaucoup plus d'infos que vous, parce que tous ces youtubeurs, je discute régulièrement avec eux. Mais d'un autre côté, j'étais un spectateur comme vous. Et donc, il y a une partie d'influence que j'ai subie, de la même manière que certains d'entre vous l'ont subi probablement. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de raconter les choses sous cet aspect chronologique. Alors, ce qui s'est passé après ce live dans lequel Ducret appelle à flinguer Brian, c'est que, comme vous vous en doutez, il y a eu un dépôt de plainte, puis il y a eu toute une enquête qui a démarré de la gendarmerie, du parquet. Et donc, du coup, comme il y avait une enquête, comme il y avait une procédure judiciaire en cours, aucun d'entre nous n'a communiqué sur cette affaire. On n'a rien dit sur cette affaire depuis, alors, je sais pas depuis quand date de dépôt de plainte, mais depuis un peu plus d'1 an, quoi. Alors qu'en fait, ça a avancé en coulisses. Je fais mention de ça parce qu'il y a une vidéo d'un des youtubeurs de cette bande-là qui a fait une vidéo qui s'appelle Banni de l'archipel, qui dure un petit peu plus d'1 quart d'heure et qui, pendant 16 minutes et 26 secondes, se demande mais pour quelle raison est-ce que moi, qui suis un ami de Ducret, qui fait partie de sa bande, qui fait des vidéos avec lui dans lesquelles on insulte tout le monde, pour quelle raison est-ce que j'ai été banni de la chaîne de Brian et Jarque qui est en procès contre Ducret? Voilà, donc voilà la question qu'il se pose. Il propose 4 réponses, dont aucune n'inclut l'idée même que, juste pour des raisons judiciaires, il y a un procès, donc bien évidemment, il va pas laisser des commentaires de toi ou d'un mec comme toi sur sa chaîne, parce qu'il y a un procès et que c'est la loi française. Je sais pas au Québec comment ça se passe, mais en France c'est comme ça. Il va pas y avoir de dialogue ou d'invective ou quoi que ce soit avant le procès. Et lui, Brouette Nordique, il le sait, c'est-à-dire qu'au moment où il sort la vidéo, il sait qu'il y a un procès, il sait que Brian ne peut pas parler, il sait qu'il ne peut pas laisser un commentaire de Brouette Nordique sur sa chaîne, parce qu'il peut même pas y répondre en fait. L'autre va lui cracher dessus et Brian ne peut pas lui répondre, donc il supprime le commentaire. Donc ça il le sait, mais il fait quand même une vidéo bien malicieuse en faisant semblant de s'interroger sur la raison pour laquelle Brian aurait fait ça. Et pour vous montrer le niveau de malhonnêteté, le mec va même jusqu'à sous-entendre que ce serait parce que Brian est jaloux de lui et le perçoit comme un concurrent. Je peux peut-être me voir comme une compétition, une certaine forme de compétition parce que je fais également des reportages. Puis peut-être qu'on aura la chance de voir Brian débarquer ici au Québec pour faire des reportages sur des fermes québécoises, tout en niant le travail que je fais présentement ici. Alors, je me connecte sur la première page, sur la page d'accueil de ta chaîne. Je vois que tu as 5,65K abonnés. Ça fait combien ça? Ça fait 5650 abonnés. Tu as 5650 abonnés. 457 vidéos, c'est énorme. Tu as fait 457 vidéos. Et je vois que tes dernières vidéos font 243 vues, 598 vues, 690 vues et 258 vues. Objectivement, très sincèrement, c'est un argument fallacieux. Tu sais que c'est fallacieux et malhonnête que de dire que Brian a peur de toi parce que tu fais 243 vues, 598 vues, 690 vues et 258 vues. Tu le sais que c'est malhonnête quand tu dis ça. Tu le sais pour 2 raisons. D'abord parce que tu sais que Brian, c'est pas sa personnalité, c'est pas son côté bisounours, il est pas dans une logique de voir les gens comme des concurrents. Mais si tant est qu'il le soit, s'il l'avait été, tu te doutes bien qu'il ne perçoit pas un mec dont les vidéos font 243 vues comme un concurrent. Sinon, il y aurait, je sais pas combien, des centaines, des milliers de concurrents et il bloquerait pas tout le monde. Il ne te bloque que toi. Et la raison pour laquelle il te bloque, tu la connais. C'est parce qu'il y a un procès. Il y a une procédure judiciaire en cours. Tu es un mec de la même bande que le type qui fait l'objet de la procédure judiciaire. Ça évolue, quoi. Et d'ailleurs, ça a évolué puisque il est aujourd'hui en couple avec une femme qui a 3 enfants. Donc, l'archipel me semble compliqué pour accueillir tous ces réfugiés, j'ai envie de dire. Et puis, qui en plus nous expliquait donc que je reniflais le cul de notre très chère Vanessa en forêt. Donc, écoute, je me permets de te dire que je t'emmerde, que tu nous casses les couilles et voilà. Et puis voilà. Et puis, si c'était la réalité, je pense que je te mettrais une petite tarte derrière les oreilles, une petite tarte d'humiliation. Et puis voilà. Donc Agnès, tu me vires cette malpropre, hein, cette grosse débile de malpropre. Et puis voilà.
Et alors voilà, et donc on a ce genre de débilité, hein, donc les attardés mentaux. Hein, alors dis-nous en direct pourquoi tu craches sur un bébé. Voilà, donc alors maintenant je suis un mangeur de bébé, hein, je m'en prends au bébé. Donc voilà, donc juste en fait, va te faire enculer hein, pour vraiment t'exprimer le fond de ma pensée, hein, parce que j'ai pas envie de faire preuve de courtoisie. Et Agnès, tu me vires ce déchet humain. Il s'en prend un bébé. Alors non, non, on s'en est juste pris à une cagole hein, qui nous montre son bibou sous toutes les coutures. Et puis comme je l'avais prédit, il est toujours en premier plan hein, parce que ça c'est son trophée, tu vois. C'est ce qu'elle a fait de plus grand dans sa vie, la blondasse. Son quoi? Son bibou. Ah bah oui. Attention, alors là, depuis le cabanon dans les bois, avec mon bibou, on te souhaite une très belle semaine. Eh bien, bon courage pour suivre ces péripéties avec son bibou. Voilà. Vanessa va se faire tatouer le prénom de bibou sur l'avant-bras en écriture calligraphie effilée. Voilà, je prends le pari avec vous. Soit c'est elle, soit c'est son copain d'Erfi, mais je prédis la petite écriture Kenzo, parce que c'est le prénom, hein, Kenzo. C'est pas Kevin, c'est Kenzo, c'est pas loin. Donc je pense qu'on va avoir un droit à un petit Kenzo bien effilé comme ça, avec le signe de l'infini, ou un cœur, ou un papillon, une cagole stupide. Ah chouette, ça tombe bien, j'ai toujours chaud au cul. Alors dis-nous en direct pourquoi tu craches sur un bébé. Voilà, donc alors maintenant je suis un mangeur de bébé, hein, je m'en prends au bébé. Donc voilà, donc juste en fait, va te faire enculer hein, pour vraiment t'exprimer le fond de ma pensée. Hein, parce que... Donc c'est normal, juste pour des questions juridiques qu'il te bloque en fait. Et tu le sais. Tu le sais, on sait que tu le sais, et je pense même que les gens de ton audience qui regardent la vidéo savent que tu le sais. C'est édifiant, c'est juste édifiant. Quelle confiance on peut avoir dans la véracité de ce que vous racontez. Lorsque vous parlez, lorsque vous dites quelque chose, c'est une vraie question. J'ai l'impression qu'il faut tout remettre en doute en fait, que tout ce que vous dites il faut se poser la question. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en même temps vous êtes des parleurs, tout ce que vous faites c'est parler, mais vous êtes des parleurs qui n'ont pas de parole en fait. Vous ne respectez pas la parole donnée, vous ne respectez pas la valeur de la parole, et c'est épuisant parce que tout ce que vous dites, il faut aller vérifier aux sources, il faut regarder, il faut remettre en cause chaque point. Franchement, c'est fatigant, c'est épuisant. Et ce qui est d'autant plus agaçant en fait, c'est qu'il y a plein de trucs qui disent qui sont vrais en fait. Et donc il y a un mélange constant entre le vrai et le faux. Il faut à chaque fois trier pour savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Mais là, cette mise en scène là du mec qui sait pourquoi est-ce que Brian l'a banni de sa chaîne et qui fait semblant de mettre en scène de tiens, je me pose la question de pourquoi, en énonçant en plus des hypothèses surréalistes en fait. Mais je me dis mais waouh, mais c'est à un autre niveau là, les gars, vous êtes à un autre niveau en fait. J'ai l'impression de rentrer dans un monde parallèle. Ouais, c'est ça en fait, ça donne l'impression que vous êtes dans une réalité parallèle. Mais le summum du truc, c'est qu'ils sont allés jusqu'à inventer de A à Z, à imaginer une histoire de swatting. Et donc ils ont écrit un scénario en disant voilà, il y a un swatting qui s'est passé de telle ou telle manière, il y a eu tel enchaînement d'événements. Et ensuite ils se sont mis à répandre sur tous les réseaux sociaux que Ducret avait été victime de swatting. Projet Liberté, et après derrière lui il a eu des problèmes, il y a même quasiment eu du swatting en fait chez lui. Alors vous voyez, hein, c'est y compris des grosses chaînes qui allaient raconter ce genre de trucs, et donc la rumeur s'est répandue comme quoi il y avait eu du swatting. Ça a été repris par plein de chaînes hein, qui ont dit mais quoi, il y a eu du swatting, qu'est-ce qui s'est passé rendu comme ça? Alors c'est vrai que les anglicismes c'est pas terrible, donc pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce qu'on veut dire par swatting, je vous lis Wikipédia. Hein. Le swatting en fait c'est un anglicisme qui désigne un canular téléphonique qui consiste à essayer de piéger des services de police tout en restant anonyme, en leur faisant croire à la nécessité d'une intervention urgente, en général chez un particulier, pour lui nuire. Donc Wikipédia nous précise que ce phénomène est venu des États-Unis, blabla, dont les homologues français sont le GIGN et le RAID. Alors donc en gros, le swatting, pour ceux qui se posent la question, c'est qu'il y a un coup de téléphone anonyme qui est passé à la police pour dire attention, il y a un terroriste ou il y a un meurtre en cours à tel ou tel endroit, donc il faut que vous envoyiez le GIGN ou il faut que vous envoyiez le RAID pour intervenir et neutraliser le preneur d'otage ou le forcené. Alors c'est un délit hein, en France, le swatting est un délit pénal qui est sanctionné par l'article 322-14 du code pénal. C'est des peines de prison qui pepeuvent grosso modo atteindre 2 ans de prison. Et pour ceux qui se poseraient la question, les swatteurs,
histoires, on les identifie à ma connaissance presque toujours. Ça veut pas dire qu'on les traduit devant les tribunaux, on arrive quasiment toujours à les identifier et à savoir qui est à l'origine de l'appel téléphonique. L'appel téléphonique peut en revanche avoir été passé depuis l'étranger, donc si la personne a passé le coup de téléphone depuis l'étranger, ça peut être difficile de l'appréhender, mais ça n'empêche pas non plus de l'identifier. Et on a des situations dans lesquelles on a identifié l'origine de l'appel, la personne n'était pas en France, on n'a pas été en mesure de l'interpeller, mais on sait qui est à l'origine de l'appel. On arrive quasiment toujours à les retrouver. Par contre, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a des poursuites qui sont engagées. Mais je ferme la parenthèse sur le swatting, j'en reviens à Ducret. Donc voilà, vous avez toute cette communauté, toujours les mêmes, les gens comme Antoine, Maude, du Jardin d'Alekil, qui nous expliquent que Ducret a été victime de swatting. Projet Liberté, et après derrière lui il a eu des problèmes, il y a même quasiment eu du swatting en fait chez lui. Alors moi je suis très partagé parce que d'un côté, comme je vous l'ai dit précédemment, l'enseignement que j'ai retenu c'est qu'il faut remettre en question tout ce qu'ils disent et se poser des questions sur tout ce qu'ils disent. Mais d'un autre côté je me dis, mentir sur un truc comme ça, mais c'est trop énorme. Ils peuvent mentir sur beaucoup de choses, mais ils peuvent quand même pas mentir sur un machin comme ça. Là on est quand même sur un truc, ils annoncent ça sur les réseaux sociaux, donc ils savent qu'il va y avoir des fonctionnaires du coup qui vont être mobilisés à savoir qu'est-ce que c'est que cette affaire de swatting. Si Ducret dit avoir été victime de swatting, même si Ducret ne dépose pas plainte, en cas de swatting, il y a de toute manière des gendarmes qui mènent une enquête. Parce que la personne à l'origine de l'appel téléphonique, on veut la retrouver. Même si Ducret porte pas plainte, l'État veut quand même retrouver la personne. C'est aussi l'autre raison pour laquelle je me disais, ouais, mais quand même, non, sur ça, ils peuvent pas mentir. Je veux dire, Antoine Le Potagiste peut pas arriver comme ça et dire que le GIGN a débarqué chez Ducret suite à un appel malveillant et que ce soit un mensonge. Je pourrais pas mentir sur un truc aussi gros que ça quand même. Projet Liberté, et après derrière lui il a eu des problèmes, il y a même quasiment eu du swatting en fait chez lui. Parce que c'est grave, c'est un sujet extrêmement grave en fait. Et pour le coup, si tu mens sur ça, alors sur quoi on peut te croire? Et donc je les ai crus, c'est-à-dire que j'ai cru qu'effectivement il y avait eu un appel téléphonique malveillant qui avait mobilisé le GIGN et que le GIGN avait dû intervenir dans l'urgence chez Ducret suite à cet appel malveillant. Je l'ai cru. Et c'est vraiment pour ça que je prends le point de vue historique dans cette vidéo, dans la vidéo que vous êtes en train de voir. Parce qu'à ce moment-là, quand Antoine dit ça, je le crois. Et puis, on voit commencer à apparaître des commentaires sous certaines vidéos de Ducret, de personnes qui prétendent être des forces de l'ordre. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'en ai aucune idée, hein, c'est un commentaire anonyme sur Internet. Et ces personnes prétendent qu'il n'y a eu aucune intervention du GIGN ou du RAID ou de quoi que ce soit qui ressemble comme ça en urgence chez Ducret après un appel téléphonique anonyme. Alors on voit 2-3 commentaires comme ça qui pop, puis que Ducret balaye, hein, comme d'habitude, il les efface. Hein. Puis il finit par avouer que, non, en fait, il n'y a pas réellement eu d'appel téléphonique malveillant, que non, il n'y a pas non plus le RAID ou le GIGN qui est venu chez lui. Ce fut tard dans la soirée à nous d'être interrogés par les forces de l'ordre qui ont eu la délicatesse de ne pas nous envoyer directement le RAID ou le GIGN. Et oui, ça aurait pu très bien se passer comme ça. Mais que par contre, la gendarmerie est venue chez lui, qu'il a été perquisitionné. On observe en regardant ses vidéos sur YouTube qu'à l'issue de cette perquisition, il semblerait que les armes qui étaient dans sa possession ont été saisies par les gendarmes. Mais c'était une procédure tout à fait normale. Hein. Dans le cadre d'une enquête de gendarmerie, il peut y avoir des fouilles qui ont lieu au domicile du suspect. Et oui, effectivement, il semblerait qu'à l'issue de la fouille, les gendarmes ont saisi les armes qui étaient en sa possession, mais ils avaient légalement le droit de le faire. C'était pas une intrusion du RAID ou du GIGN, enfin, tout s'est passé selon la procédure en fait. Ce fut tard dans la soirée à nous d'être interrogés par les forces de l'ordre qui ont eu la délicatesse de ne pas nous envoyer directement le RAID ou le GIGN. Et oui, ça aurait pu très bien se passer comme ça. Mais voilà, en gros, le mec il nous explique que non, il n'y a pas le GIGN qui est venu chez lui, il n'y a pas eu d'appel anonyme, il n'a pas fait l'objet de swatting. Projet Liberté, et après derrière lui il a eu des problèmes, il y a même quasiment eu du swatting en fait chez lui. Et donc là je me dis, mais waouh, vous êtes capable de mentir même sur ça en fait? C'est-à-dire vous inventez un crime imaginaire, vous mobilisez, il y a encore une fois, si vous avez déclaré qu'il y avait du swatting, comme vous le dites, il y a des gendarmes qui ont mené une enquête pour savoir ce qui s'était passé. Il y a à minima un fonctionnaire qui s'est assis derrière son bureau pour taper un morceau de papier. Il a dû faire des vérifications, mettre des coups de tampon, faire vérifier auprès de plein de gens que tout allait bien et il n'y a pas de problème. Parce que d'après vous, les gendarmes ont que ça à faire de vérifier vos conneries. Les gendarmes, on a besoin d'eux pour des trucs qui sont sérieux. On a besoin d'eux pour traiter des affaires de viol, des affaires de harcèlement sexuel, des appels au meurtre. C'est pour ça qu'on a besoin des gendarmes. Pour les vrais trucs importants. Enfin, vous
avez conscience que votre signalement a fait l'objet de paperasserie qui a pris du temps à plein de gens. Vous en avez conscience de ça quand même. Parce qu'il a fallu vérifier ce que vous disiez. Quel service a été mobilisé? Quel jour? À quelle heure? Il s'est passé quoi? Avec qui? Comment? Enfin, vous pensez pas qu'ils ont des trucs plus importants à faire, les gendarmes, que de vérifier des niaiseries pareilles? Alors, les autres gendarmes, ceux qui ont travaillé sur des sujets sérieux, ils ont enquêté sur tous les éléments de l'affaire Ducret. Il y a au total, pour le moment, je dis bien pour le moment, parce qu'il y a des nouvelles plaintes qui arrivent, mais pour le moment, il y a 4 plaintes qui ont été déposées. Il y a eu une enquête, il y a eu des auditions de gendarmerie qui ont été menées. Il y a eu, comme Ducret l'a dit, une perquisition qui a été effectuée à son domicile. Il y a très probablement les vidéos que Ducret avait effacées pour pas qu'on puisse aller les voir dans leur contexte. Ces vidéos, on peut être sûr à 99,99999% que le procureur est arrivé à les retrouver, et donc il a pu les visionner dans leur contexte pour se faire une opinion si oui ou non, dans le contexte, ces vidéos constituent un appel au meurtre. Et la réponse à cette question, on va la voir au moment où je publie cette vidéo. Donc voilà, donc du coup, j'ai une date. Vous voyez, j'ai reçu un courrier du tribunal du Puy-en-Velay, dans lequel donc c'est une convocation. Alors voilà, donc j'ai une convocation. Donc j'en saurai plus le 6 septembre. C'est-à-dire que la réponse est en train d'être formulée directement, là, en ce moment même, par le délégué du procureur à Alexis Ducret. Est-ce qu'il estime ou non qu'il y a des éléments qui constituent un crime ou un délit, une infraction pénale, quoi? Il est en train d'y répondre, mais on ne connaît pas cette réponse. Ou pour être plus précis, moi, au moment où je mets en ligne cette vidéo, je ne connais pas cette réponse. Je vais vous expliquer un tout petit peu plus loin pourquoi, parce qu'en fait, il y a une subtilité juridique qui est très intéressante dans cette situation à ce moment précis. Donc on va faire un petit point juridique sur 2-3 notions juridiques pour que vous compreniez de quoi on parle. Mais là, maintenant, à l'instant où cette vidéo est mise en ligne, en fait, on est en ce moment dans la situation du chat de Schrödinger. Alors pour ceux qui connaissent pas, je vous résume brièvement. Je vous invite à voir la page Wikipédia, je vous mets un lien en description si vous voulez un peu plus d'infos. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il y a un chat qui est enfermé dans une boîte avec un flacon de gaz mortel et une source radioactive. Alors il y a un compteur geyser, et si le compteur geyser, il détecte un certain seuil de radiation, le flacon est brisé et le chat meurt. Ce qui rend l'instant intéressant, parce que dans l'instant présent, le chat, il est en même temps vivant et mort, aussi longtemps que la boîte est fermée. C'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas, on est dans ce double état. Par contre, on va finir par ouvrir la boîte, et quand on ouvre la boîte, on peut observer que le chat, il est soit vivant, soit mort. Là, à l'instant présent, quand la vidéo sort, on est dans ce moment. Ducret est soit coupable, soit innocent. C'est vraiment binaire, en fait. Quand les premières plaintes ont commencé à être déposées, il y a un certain nombre de youtubeurs de cette bande qui ont fait des vidéos non pas pour défendre Ducret lui-même, mais pour défendre ce qu'il avait fait. C'est-à-dire, pour rappel, divulguer des informations personnelles, divulguer le dossier médical de certaines personnes, d'ailleurs ça fait l'objet de plaintes, afficher des photos des enfants, des parents, de la femme, des personnes qui l'attaquaient. Damien Descartes, la photo de sa compagne, il l'a utilisée en long, en large et en travers. Il a même utilisé des images de bébés, il a montré à l'écran l'image du bébé d'une des personnes qui l'attaquait. Il a fait des centaines de vidéos d'injures, de propos diffamatoires, de menaces en tout genre. Et puis dans le lot de ces informations privées, personnelles, parfois médicales qu'il a rendues publiques, il a aussi rendu public les moyens de retrouver physiquement où habitent certains youtubeurs. Puis il a expliqué au noyau dur de sa communauté comment se procurer des armes à feu. Et enfin, après avoir contribué à donner les adresses, expliqué comment trouver des armes, il a appelé à prendre l'une de ses armes pour ouvrir le feu sur le youtubeur qu'il ciblait. Et donc là, la boîte va s'ouvrir et on va savoir si l'ensemble de cette chaîne surréaliste d'événements était légal ou pas. Mais avant de savoir si c'est légal ou pas, on peut déjà se poser la question de savoir si c'est bien ou si c'est mal de faire un truc délirant comme ça. Et donc ces personnes-là, elles ont défendu non pas Ducret, mais elles ont défendu le fait qu'il ait fait ça. Et je remercie encore une fois à ceux qui ont bien voulu justement s'afficher publiquement et me porter le soutien. Donc la vilaine mémère, il y avait Christophe aussi, Jardin des Sources, il y en avait d'autres. Et donc je remercie tous ces gens-là. Oui, il y avait aussi le potagiste, effectivement, Antoine, j'ai complètement oublié, je peux
pas citer tout le monde, c'était une affaire qui maintenant a une certaine date, mais il y avait Pierre 1911, il y avait effectivement Antoine, il y avait justement Mode, donc voilà, donc quand même, hein, il y avait le surréaliste français aussi. Toutes ces personnes ont vu dans le contexte les vidéos dont on parle. Il y avait, encore une fois, lorsque moi j'ai sorti ma vidéo à moi, j'avais mis des liens en dessous de ma vidéo, donc avant que Ducret ne supprime les liens vers ses vidéos à lui, dans lesquelles vous pouviez voir dans le contexte s'il y avait besoin d'interpréter différemment de ce qu'on comprend les menaces de violence physique ou les appels au meurtre qui ont pu être lancés. Tous ces gens-là, ils ont fait des vidéos pour intervenir sur le déroulement de la procédure, pour avoir un rôle direct, une intervention directe sur la procédure, en relayant l'idée que, ben oui, voilà, les vidéos, vous pouvez plus les voir, mais nous, on les a vues dans le contexte et on vous dit que dans le contexte, ben non, c'est pas du tout, il n'y a rien d'illégal, il n'y a aucun problème. Je veux juste que vous compreniez la situation. Hein. Étape 1, je montre un extrait d'une vidéo que je suis autorisé à montrer par le droit de citation qui est un droit français et par la règle du fair use de YouTube. 2, je mets des liens vers les vidéos en question pour que les gens puissent regarder dans le contexte, si dans le contexte ça veut dire la même chose que ce que vous avez l'impression de comprendre en regardant les extraits. 3, Ducret supprime toutes les vidéos et explique que dans le contexte, elles veulent dire autre chose. 4, et c'est là que vous, toute la bande, vous intervenez, vous portez garant du contenu de ces vidéos que l'audience n'a pas vu. Encore une fois, la quasi-totalité des gens là qui sont en train de regarder la présente vidéo, vous n'avez pas vu tout ce contenu, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, mais vous, là, toute la bande, vous dites oui, très bien, on peut plus les voir, mais nous, on les a vus, et nous, on vous donne notre parole que dans le contexte, hein, c'est pas un appel au meurtre. Et on en revient à l'histoire de revenir aux sources. Vraiment, vous allez voir, il y a un certain nombre de points récurrents hein, dans ce dont on va parler dans cette vidéo. On en revient à cette histoire de revenir aux sources, parce que ce que vous êtes en train de dire aux gens, c'est oui, on veut pas vous montrer les sources, mais on vous assure que si vous allez aux sources, si vous allez voir le truc dans le contexte, vous comprendrez quelque chose de différent que ce qui semble évident lorsque vous ne regardez qu'un extrait. Dans un même temps, vous nous empêchez de voir la séquence dans le contexte, et vous dites, et c'est un principe récurrent aussi dans votre manière de fonctionner, il y a votre parole qui dit quelque chose, voilà, vous dites, bah nous on l'a vu, bah, vous pouvez pas le voir, mais croyez-nous, nous on l'a vu, et faites-nous confiance. En prenant juste un petit cut d'une vidéo beaucoup plus longue qui dit beaucoup plus de choses. Alors voilà, aujourd'hui, la boîte a été ouverte et on va savoir si on pouvait vous faire confiance ou si vous avez menti. Et encore une fois, ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que le moment où j'enregistre la vidéo, moi-même, j'ai pas la réponse à cette question, puisque je ne sais toujours pas si Ducret est coupable ou innocent. Mais bon, statistiquement, vous n'allez pas forcément regarder la vidéo le jour où je la sors, et donc au moment où vous regarderez la vidéo, la boîte aura déjà été ouverte, et on saura si le chat est mort ou s'il est vivant. Et c'est là qu'on va ouvrir une petite page de vulgarisation législative pour que vous compreniez la situation d'un point de vue juridique. Alors Ducret a énormément parlé de l'affaire, tout autant les parties civiles ont été silencieuses et n'ont pas du tout communiqué sur l'affaire sur les réseaux sociaux. Ducret, au contraire, comme on l'a vu dans la vidéo, il a énormément communiqué lui. Il a parlé directement ou indirectement, soit de l'affaire, soit des personnes qui avaient déposé plainte contre lui, dans près d'une 50aine de vidéos, ce qui est juste énorme. Une convocation auprès d'un délégué du procureur. En fait, on est sur une particularité juridique qui est très intéressante. Le cas Ducret, c'est l'un des tout premiers cas de la mise en application d'une mesure qui a été inventée exprès pour lutter contre la primo-délinquance. En fait, c'est une toute nouvelle mesure qui a été mise en place par Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, donc qui n'existait pas avant, qui a été mise en place au mois d'avril, et qui, d'après les dates que donne Ducret, se sont appliquées à lui au mois de mai. Et donc Ducret fait partie des tout premiers pour lesquels a été appliquée cette mesure, donc destinée à lutter contre la primo-délinquance. En fait, pour vous faire l'historique du truc, il y a depuis des années des associations de défense des victimes qui se plaignaient de ce qu'ils estimaient être des sanctions trop légères, voire des absences de sanctions. Et dans le but, je cite, de restituer la confiance dans l'institution judiciaire, je mets vraiment entre guillemets parce que c'est littéralement l'intitulé du projet de loi, le garde des Sceaux a mis en place une mesure qu'ils ont appelée l'avertissement pénal probatoire et qui, de fait, répond aux demandes de certaines associations de défense des victimes avec deux gros leviers. Le premier, c'est la reconnaissance de culpabilité, c'est-à-dire que l'avertissement pénal probatoire implique que la personne qui reçoit l'avertissement pénal probatoire ait reconnu sa culpabilité. L'avertissement pénal probatoire, que sans doute on appellera APP, on adore les acronymes, il faut naturellement que l'intéressé reconnaisse les faits.
donc il est coupable, et c'est lui-même ce qui le dit, ce qui évite de faire un procès, et donc ce qui, pour certaines victimes, parce qu'un procès c'est long, après le procès il peut y avoir l'appel, il peut éventuellement en plus y avoir un pourvoi en cassation, donc c'est des procédures qui peuvent durer 2, 3, 4, parfois 5 ans. Or des fois il y a certaines victimes qui veulent juste que la culpabilité de leur agresseur ait été reconnue. Ils veulent pas un procès extraordinaire, ils veulent pas un truc interminable, ils veulent juste que le mec en face, il reconnaisse sa culpabilité. Et donc ça permet à la fois d'éviter le procès et de faire gagner du temps à l'administration et de faire gagner du temps aux victimes. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être profitable. Après, ça dépend ce que demandent les victimes, mais il y a beaucoup de victimes, ça leur suffit. Et puis par-dessus ça, il y a un deuxième volet qui se rajoute, c'est le côté probatoire. C'est-à-dire qu'en cas de commission d'un nouveau délit dans un délai qui est imparti, eh ben, cette mesure qui était alternative aux poursuites, elle va être revue. Il y a la durée de la probation. Alors, durant 1 an, disons-nous, dans l'amendement, 3 ans demande votre commission. Si l'intéressé recommet des faits nouveaux, il sera naturellement jugé pour les faits nouveaux, mais également pour les faits qui ont permis au procureur de le sanctionner par un avertissement pénal probatoire. C'est-à-dire que 2 faits seront jugés. Voilà en quoi consiste la probation. Et donc, on va avoir non pas 1, mais 2 procès. Un procès pour le nouveau délit commis, auquel s'ajoute un deuxième procès pour le délit pour lequel avait été adressé l'avertissement pénal probatoire. Mais avec une particularité, et c'est ça le côté un petit peu piquant de la manière dont le garde des Sceaux a construit son texte, c'est que pour ce deuxième procès, ce sera un procès pour lequel le prévenu, il aura déjà reconnu sa culpabilité. Puisque dans le cadre de l'avertissement pénal probatoire, il aura déjà dit qu'il était coupable. Et c'est pour ça que je trouve que d'un point de vue intellectuel, la situation, cette question juridique, elle est intéressante en fait. Alors du coup, est-ce que Ducret est coupable ou pas? Est-ce qu'il a accepté la proposition du délégué du procureur de la République de recevoir un avertissement pénal probatoire à la place d'un procès, on suppose? Ou est-ce qu'il a refusé et qu'il continue de dire qu'il est innocent? Au moment où j'enregistre la vidéo, j'ai pas la réponse à cette question. Encore une fois, il a fait à peu près une 50aine de vidéos mentionnant soit l'affaire, soit les personnes qui ont déposé plainte contre lui, et à chaque fois il a répété la même chose, à savoir qu'il ne reconnaîtrait jamais sa culpabilité. Et en tout cas, je serai, je pense, aux yeux de la justice, lavé, on va dire, de toutes ces accusations complètement fictives. Hein, la plupart même c'est toutes les accusations qui étaient formulées à mon encontre sont fausses et qu'il n'aura pas été très difficile en fait de prouver qu'elles le sont fausses. Alors je vais rester dans l'historique puisque je vous ai dit que je vous ferai une vidéo historique qui prendra les choses de manière chronologique. Moi je suis à un moment là chronologiquement où je ne sais pas si oui ou non, il a renié tout ce qu'il avait dit précédemment et il a fini par reconnaître sa culpabilité. C'est un sujet de discussion entre youtubeurs, entre la plupart des youtubeurs qui ont été harcelés, ceux qui ont déposé plainte, ceux qui n'ont pas déposé plainte. C'est un sujet de discussion et les avis sont très partagés. Alors certains pensent que oui, qu'il est effrayé par la prison et que c'est une alternative à un procès qui peut le mener en prison quand même. Et donc que ça lui a fait un choc, qu'il a été bouleversé et que dans cet état de bouleversement, il y a eu une espèce de flash lumineux, une révélation comme ça, et puis donc à l'issue de cette révélation, ils finissent par reconnaître qu'il a menti depuis le début et qu'il était coupable. Donc ça c'est ce qu'une partie des youtubeurs pense, et puis il y a les autres, moi je suis plutôt dans les autres, moi je pense que jamais il acceptera de recevoir un avertissement pénal qui implique de reconnaître sa culpabilité. Jamais. Il ne pourra jamais l'accepter. Il s'est déjà fait attraper à mentir sur une quantité astronomique de trucs. Le mytho qu'il a fait sur le swatting quand même, avoir été victime d'un swatting avec tout ce que ça implique, parce qu'il y a eu une chaîne de conséquences derrière, quand le mec il invente ce truc, c'est pas sans conséquences. Donc là, il s'est fait griller sur ça, il s'est fait griller sur le swatting, il ne peut pas. Il ne peut pas. Moi, c'est mon opinion, je pense qu'il ne peut pas revenir en arrière et puis dire, voilà, depuis le début, je criais mon innocence sur tous les toits, et en fait, je viens de reconnaître ma culpabilité. Il ne peut pas le faire, je pense qu'il n'en est pas capable. Donc voilà l'état. Si on discute un peu avec les gens,
c'est 50-50. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui changent d'avis. C'est intéressant, hein. C'est vraiment intéressant. C'est un sujet... Alors, il n'y a pas de pari d'argent, mais ce serait presque rigolo de faire un pari, genre de parier 10 € ou un truc comme ça. Parce que la vérité... Moi, encore une fois, je pense plutôt qu'il va refuser de recevoir un avertissement pénal probatoire. Mais je comprends les arguments des gens qui lui disent « Ouais, mais là, il a quand même des grosses emmerdes devant lui déjà. Donc, par la force des choses, il va se calmer. » Donc voilà, pour moi, c'est du 50-50. On est vraiment dans cette situation du chat enfermé dans sa boîte. Et donc, bientôt, la boîte va être ouverte. On saura si Ducret est coupable ou pas. Cette vidéo dure déjà 1 heure et 2 minutes, hein, elle est déjà très longue, donc ça va pas être possible de traiter le truc le plus important, qui est le volet business de toutes ces affaires. Et puis d'autre part, dans cette vidéo, je me suis un peu concentré sur Ducret, alors qu'en fait, il y a toute une galaxie de personnes et d'entreprises qui constituent cette communauté. Il y a d'autres procédures que la procédure dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Comme je vous l'ai dit au début, il y a un premier jugement qui a été rendu, alors qui concerne pas du tout Ducret, hein, et le prévenu n'a semble-t-il pas fait appel, donc la condamnation est définitive. Puis il y a vraisemblablement d'autres plaintes qui vont être déposées. Mais bon, je le répète encore une fois, le vrai truc intéressant, c'est le volet business. C'est pas tout ce dont on vient de parler jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce traitement chronologique des événements, raconter dans quel ordre ils se sont passés, pour que vous compreniez comment j'ai pu moi-même être appelé à changer d'avis sur certains sujets. Le twist final, le changement d'avis final, ayant été de comprendre que non, c'est pas des personnes qui sont en train d'harceler d'autres personnes. Ce sont des entreprises qui sont en train d'attaquer d'autres entreprises ou leurs produits. Et là, pour le coup, c'est pas du tout quelque chose qui concerne le tribunal judiciaire. Là, on est sur des affaires du tribunal de commerce, qui est un univers radicalement différent. C'est pas les mêmes acteurs, c'est pas le même fonctionnement, c'est pas les mêmes règles. Alors, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de sortir la vidéo, hein, parce que c'est vraiment du boulot. Et puis, je continue en ce moment même de recevoir des infos sur ces guerres entre les différentes entreprises impliquées. Donc, je suis à un stade où ça commence à devenir de plus en plus clair et où on peut faire des liens, des passerelles entre les différents acteurs. Parce que oui, il semblerait qu'à l'origine de toutes ces souffrances qu'ont subies toutes ces personnes, eh ben, ce soit juste une histoire de business, en fait. Juste du business. Je voulais terminer cette vidéo en présentant mes excuses publiquement à Alicia de la chaîne Vivre en Forêt. Parce que si vous avez bien noté la chronologie que je vous ai fait tout au long de la vidéo que vous venez de regarder, eh bien il y a un moment où j'aurais pu radicalement tout comprendre si j'avais pris le temps d'écouter ce que la personne m'expliquait et d'aller vérifier par moi-même ce qu'elle racontait. Et ce moment, c'est quand Alicia m'a téléphoné. Parce que à ce moment-là, pendant ce coup de téléphone, en fait, Alicia, elle m'a donné toutes les informations dont j'avais besoin et je l'ai pas écouté en fait. Je l'ai entendu, hein, j'ai entendu quand elle parlait, mais j'ai pas écouté ce qu'elle me disait. En fait, à l'époque, je pensais que c'était des clashs entre youtubeurs, que voilà, ça pouvait être des critiques un peu acerbes, mais j'imaginais pas une seule seconde qu'il pouvait y avoir des trucs illégaux derrière tout ça. Puis encore une fois, je m'imaginais pas les trucs sur les familles, sur les enfants, enfin c'est des trucs que j'imaginais pas en fait. Et pourtant, avec ces mots à elle, c'est ce que Alicia me disait à ce moment-là. Elle me le disait pas comme j'avais besoin de l'entendre, mais elle était en train de me le dire et je l'ai pas écouté. Alors au sein de la bande là, ils arrêtent pas de dire qu'ils veulent que tout le monde s'excuse auprès d'eux, que les victimes s'excusent pour avoir déposé plainte. Après leur dépôt de plainte, les victimes sont insultées, elles sont harcelées, elles reçoivent des menaces. Certaines ont subi des pressions pour retirer leur plainte. Et la bande leur demande de s'excuser. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est dans l'autre sens que ça devrait se passer, en fait. J'ai plutôt l'impression que c'est Antoine qui devrait s'excuser d'avoir menti sur cette histoire de swatting et d'avoir propagé ce mensonge sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est à Olivier de s'excuser, de ne pas avoir pris publiquement la parole pour prendre la défense de Damien, de Brian, d'Alicia, de Geneviève et de toutes les personnes qui ont eu à subir les agissements de Ducret. Parce que si sa culpabilité est reconnue à un stade ou à un autre de la procédure, par exemple s'il reçoit un avertissement pénal probatoire, ce serait bien que tu t'excuses pour les positions que tu as tenues publiquement pour clamer l'innocence de Ducret. Pareil pour Maud et d'ailleurs pareil pour toutes les personnes qui ont dit avoir vu les vidéos supprimées par Ducret et qui ont certifié qu'il n'y avait rien de violent dans ces vidéos. Ce serait bien peut-être de présenter des excuses. Ce serait bien. Alors pour finir, on va aborder le cas de figure théorique, puisqu'encore une fois, on est dans la situation du chat de Schrödinger. Cas de figure théorique où Ducret finisse par reconnaître sa culpabilité, et donc, après avoir reconnu sa culpabilité, reçoit un avertissement pénal probatoire. Alors, dans ce cas de figure, c'est pas fini, hein. Les victimes ont obtenu ce qu'elles voulaient, puisque Ducret a reconnu sa culpabilité, mais l'affaire est pas finie pour autant, parce qu'on va rentrer dans la séquence de temps probatoire dont parlait le garde des Sceaux dans l'extrait que je vous ai montré tout à l'heure, et donc c'est là que la nouvelle séquence commence, ce qui placerait Ducret dans une position
position intenable. D'abord parce que là, il faudrait vraiment qu'il s'explique. Inventer une histoire de swatting et faire des fausses accusations de swatting, c'est un délit, c'est un délit pénal qui peut être sévèrement puni. D'ailleurs, ce que je dis est valable aussi bien pour Ducret que pour toutes les personnes qui relayent ce mensonge. Vous n'avez pas le droit de le faire, en fait. Et donc là, Ducret, il se trouvera au pied du mur, à devoir s'expliquer sur cette histoire de swatting, à devoir se justifier des mensonges qu'il aurait racontés pendant plus d'1 an, en prétendant que si vous aviez pu voir les extraits dans leur contexte, vous vous seriez rendu compte tout de suite qu'il est innocent. Ce qu'il n'est plus, donc, puisque s'il a reçu un avertissement pénal probatoire, c'est qu'il a préalablement reconnu sa culpabilité. L'épée de Damoclès juridique que constitue le volet probatoire de cet avertissement pénal fait que s'il refait la plus petite chose, n'importe quoi en fait, même un petit truc, et ben, y a la machine administrative du ministère de la Justice qui va lui tomber sur les épaules. Or lui, ce gars, il a pas d'autre contenu en fait. Tout ce qu'il fait, c'est insulter les gens, les menacer, s'en prendre à leur famille, s'en prendre à leurs enfants, s'en prendre à leurs femmes ou à leurs maris, à leurs parents. Et donc s'il peut plus faire tout ça, ben, il aura plus de contenu à produire en fait. On est sur un problème de forme, hein, pas sur un problème de fond. Le fond, c'est les critiques. Le fond, c'est l'idée de faire des critiques de quelque chose. Mais toutes ces plaintes, elles ont été déposées pour des questions de forme, pas pour des questions de fond. Pas pour les critiques elles-mêmes, mais pour la manière dont elles sont formulées. En ciblant la vie privée des gens, leur famille. Sur le site de Ducret, il y a un projet qui a été bien mené par son prédécesseur et qui a été entièrement saboté par Ducret. Qui a littéralement détruit une partie du travail de son prédécesseur. Ducret, c'est juste un petit-fils de millionnaire qui a acheté un terrain déjà tout installé, déjà autonomisé, et qui, au fur et à mesure de ses rentrées d'argent, sur lesquelles il s'explique pas, hein, parce qu'il travaille pas, il est au chômage, paye des artisans pour faire des travaux qu'il présente en vidéo. Et donc il a pas de crédibilité, en fait, dans le milieu autonomiste, ce qu'il vit mal, hein, il le vit mal. Et du coup, comme il a pas de crédibilité, le fait qu'il émette des critiques, ben ça dérange personne, en fait. Tout le monde s'en fout des critiques qu'il peut faire sur Damien, sur Brian, sur Alicia, sur Stéphane, sur le Jardin des Merveilles, sur Nicolas Mérieux, ou sur toutes les personnes qu'il cible régulièrement, parce qu'il est pas crédible en fait. Donc s'il ne faisait que ça, ben tout le monde s'en foutrait de ce qu'il fait en fait. C'est pour ça que je dis que c'est une question de forme, pas une question de fond. Le fait qu'il fasse des critiques, tout le monde s'en fout. Personne prend au sérieux ce qu'il raconte. Il n'y a jamais personne qui dit là, il y a une vidéo qui vient de sortir de Ducret dans laquelle il formule telle ou telle critique sur tel ou tel sujet. Parce qu'on n'a ni le temps ni l'intérêt de s'intéresser à ces critiques. C'est juste pas intéressant. Non, quand on échange pour parler de ce qu'il fait, c'est uniquement pour dire ah ben tiens, il a menacé de mort telle personne, ah ben tiens, il a mis la photo de la copine de telle personne, ah ben tiens, là il se moque du prénom du bébé de tel autre. Enfin, il n'y a pas d'autre sujet dont on échange entre nous que ça, en fait. Des questions de forme. Et donc, s'il peut plus faire ça, et s'il a reçu un avertissement pénal probatoire, alors il ne peut plus faire ça, parce que sinon, la seule issue, s'il continue jusqu'au bout, c'est la prison, et ben, le mec, il va cesser d'exister, en fait. Parce que, encore une fois, on ne parle de lui que pour ça. Qu'est-ce qu'il cherchait à critiquer en se moquant du prénom d'un bébé? On s'en fiche, en fait, de ça. C'est pas important. C'est pas ça, le sujet. Le sujet, c'est pas de quoi il voulait parler. Le sujet, c'est qu'il s'est moqué du prénom d'un bébé, en fait. C'est la vie privée des gens, c'est un truc auquel faut pas toucher. Faut pas toucher ça. Voilà, donc s'il a reçu un avertissement pénal probatoire et qu'il est forcé d'arrêter de faire ça, eh ben on va tous arrêter de parler de lui, en fait. Il va disparaître. Il va devenir invisible. Parce que la plus petite chose qu'il fera pourra littéralement l'envoyer en prison. Et pas de la prison avec sursis, de la prison ferme. Pas pour la nouvelle chose qu'il aura fait, mais pour les choses précédentes pour lesquelles il a déjà reconnu sa culpabilité. Et c'est pour ça que je vous dis que le texte de Dupond-Moretti, il est piquant quand même. C'est un texte qui est piquant. C'est un avertissement, c'est-à-dire qu'on te dit, ben voilà, là c'est pas méchant, on te fait rien de méchant, on a été sympa avec toi, mais la prochaine fois, ce sera pas aussi sympa. Et si tu continues, tu risques de finir en prison. On parle de projet liberté, prison. Moi, j'ai pas de souci. Ces gens-là devraient être arrêtés, vraiment mis aux arrêts et prison. Un avertissement, c'est comme un tir de sommation. On a l'adversaire qui a découvert, désarmé, sans possibilité de s'enfuir. Et en face, il y a un soldat qui est à couvert, avec une vue dégagée sur le mec d'en face, et qui tire une cartouche à côté de ses pieds pour lui dire « Arrête tes conneries parce que la prochaine, c'est pas dans le bitume que je vais la mettre. » Et donc, le choix du mot avertissement dans avertissement pénal probatoire, il a été voulu par le ministre pour exprimer une gradation. C'est-à-dire, là, c'est un avertissement, mais le prochain coup, ce sera moins gentil. Donc ça, c'est pour le volet avertissement. Puis, il y a le volet probatoire. Probatoire, c'est le truc qui pose la condition à l'avertissement. C'est le truc qui fait la différence entre un militaire qui fait un tir de sommation et un militaire abattant un combattant ennemi qui veut toujours continuer le combat alors qu'il a perdu. Et donc, le volet probatoire, ça veut dire recommence pas. Ça veut dire recommence pas parce que là, ça n'a pas été méchant. Mais si tu recommences... Mais si vous commettez dans un délai de... C'est vous qui l'arbitrerez. Moi, je dis 1 an. Voilà. Alors, il y a ça.
Et puis par ailleurs, l'indemnisation des victimes. Pardon, mais je trouve que ça n'est pas rien. Et par ailleurs, si vous avez déjà été condamné, vous ne pouvez plus bénéficier de cette sanction. On sera obligé de monter d'1 degré, ou de 2, ou de 3, j'en sais rien, dans, comment dirais-je, l'échelle des sanctions, et parfois même atteindre d'ailleurs une échelle des peines, puisque le procureur peut très bien dire, là, moi, j'ai pas du tout envie qu'on soit dans l'alternative aux poursuites, on va passer à la sanction.